Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Regard sur l'international avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et ça se continue au Liban, mais ça se continue et ça s'accentue parce que c'est comme une nouvelle étape là, quand l'armée de terre, là, les forces israéliennes sont entrées. Je lisais tantôt, là, on dit du côté de l'armée israélienne, des opérations très ciblées, très précises, très pointues, mais on a néanmoins mis les bottes là, sur le territoire du Liban. Oui, c'est littéralement une frontière qui a été franchie. Puis je pense qu'on est à prendre la température de l'eau du côté des Israéliens, c'est-à-dire voir jusqu'à quel point il y a de la résistance du côté du Hezbollah, parce que depuis 10 jours, on a malmené l'organisation. La milice est certainement pas ce qu'elle était. La preuve en est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résistance sur le terrain, mais ça ne veut absolument rien dire. Les Israéliens disent aux Libanais qui se trouvent dans les villages limitrophes de la frontière d'évacuer immédiatement. Le premier objectif, très certainement pour les forces armées, c'est de sécuriser cette zone à l'extrême sud du Liban pour faire en sorte que le Hezbollah n'ait pas les moyens d'y déployer des missiles qui peuvent attaquer le nord d'Israël. On le sait, politiquement, ça compte beaucoup pour M. Netanyahou. Il y a une soixantaine de milliers de citoyens israéliens qui sont réfugiés dans le sud du pays, sinon dans les grandes villes, Jérusalem, Tel Aviv, parce qu'ils étaient à portée de tir du Hezbollah et au lendemain du 7 octobre, il y a plusieurs fois eu des escarmouches entre les forces israéliennes et les forces du Hezbollah. Alors, évidemment, les militaires du côté israélien savent pertinemment dans quoi ils s'embarquent parce qu'entre 1982 et 2000, ils ont occupé le sud Liban. Ça a été difficile, c'est coûteux et c'est politiquement aussi usant. Alors, c'est bien pour ça probablement qu'ils disent en ce moment, on y va tranquillement, de façon ciblée, pour continuer à affaiblir le Hezbollah, s'attaquer à ses infrastructures plus localement, parce qu'on peut bombarder, beaucoup bombarder, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement être capable de rendre les opérations du Hezbollah plus difficiles. On a même vu à Gaza ce que c'est. Ils ont, pendant 9 mois, mené une guerre absolument sans merci aux forces du Hamas, et pourtant, ils sont encore capables de encore des riposter. roquettes. Exactement. Et dans ce genre de conflit, parce qu'on rentre dans ça, je dirais que pour le Hezbollah, tant qu'ils ne perdent pas, ils gagnent. C'est un peu ce qui s'est passé au Vietnam pendant la guerre entre les Américains et les Vietnamiens. Jamais dans l'histoire on avait autant bombardé. Alors militairement, les Américains avaient l'avantage sans l'ombre d'un doute, mais malgré tout, la résistance du Vietnam a fait en sorte que sur la distance, ils ont réussi à forcer les Américains à sortir. Parce que une guerre, c'est évidemment une domination militaire. Et en ce moment, les Israéliens, avec brio, ont montré qu'ils sont non seulement maîtres, mais quasi maîtres absolus de l'équation. Ils sont en contrôle de moyens formidables, du renseignement, une intelligence militaire aussi. Ils ont beaucoup appris probablement de la campagne au Liban de 82 à 2000, mais aussi de la petite opération en 2006, à la suite de laquelle ils avaient été expulsés de façon un peu humiliante justement par le Hezbollah. Il y a fort à parier que le Hezbollah est devenu complaisant, c'est-à-dire que cette demi-victoire de 2006 a fait en sorte qu'on se soit installé dans une espèce de zone de confort et que ce qui était à ce jour redoutable, c'est-à-dire les forces internes de sécurité qui permettaient de détecter les espions, les ennemis qui s'approchaient trop, ont baissé la garde et on voit qu'aujourd'hui, c'est une organisation militaire qui est pénétrée et où probablement l'ensemble des dirigeants se demandent à gauche et à droite quand ils se retournent s'ils ont un allié ou un espion à côté d'eux. Donc, ça facilite pas les opérations. Tu le disais tout à l'heure, c'est une étape très importante, qui n'est pas symbolique, parce que tu sais dans quoi tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu vas sortir. Comment. Tantôt, on se posait la question ici, parce que le président Biden, là, face à cette offensive terrestre maintenant, a redit qu'il souhaite un cessez-le-feu. Puis, c'est quoi la limite où quelqu'un qu'on décrit comme puissant, puis je parle même pas de l'individu, je parle du poste de président des États-Unis, là, peut répéter un souhait,
Mais comme des parents qui crient dans la maison, puis les enfants écoutent pas, là, ils font à leur tête, puis pendant que les parents crient, ils arrêtent même pas de leur mauvais comportement, ils continuent, parce que c'est le sentiment là, que Biden, depuis 1 an, a répété, a dit qu'on était proche d'un cessez-le-feu, qu'il négociait, qu'il était... Puis il arrive rien. Là. C'est comme si sa parole, on entend l'écho de ses mots, puis c'est tout, là. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, n'a pas été prévenu de l'opération qui visait Hassan Nasrallah et apparemment était en pistolet de ne pas avoir été averti. En fait, il l'a été probablement au moment où on larguait les bombes. C'est donc dire, je ne sais pas si on peut parler d'arrogance, mais la souveraineté des Israéliens qui sont redevables pour beaucoup, sinon en tout aux Américains. Parce que Israël, c'est une intelligence, c'est une puissance, mais qui dépend dans sa survie de l'appui inconditionnel des Américains. La quincaillerie lourde militaire, elle est pour l'essentiel américaine. L'aide qui vient des États-Unis, on parle de milliards de dollars, fait la différence pour l'économie israélienne, pour l'armée israélienne. Donc, c'est évident que la puissance dont on voit la démonstration en ce moment n'existe pas sans l'assentiment des Américains. Alors, à ta question, je pense que les Israéliens n'en ont rien à faire. Ils sont souverains. Puis d'un point de vue israélien, je le comprends, à répétition, ils ont fait la démonstration que les avertissements n'avaient aucune conséquence. Ça, je t'entends bien, mais du point de vue américain, est-ce que tu n'as pas le sentiment que t'érode ton propre pouvoir ou ta propre crédibilité? C'est une certitude, on en a parlé un peu hier. Ouais. Je pense que la dernière année a fait la démonstration que la puissance américaine et l'influence américaine au Proche-Orient est presque à zéro. Je rappelle souvent cet incident quand Anthony Blinken s'est présenté à Riyad pour aller voir le patron de l'Arabie saoudite au lendemain du 7 octobre, il est arrivé en demandant aux Saoudiens de faire gaffe, faire attention, de ménager leur transport, de ne pas partir en peur. Il a fait antichambre, je pense, pendant 5 heures. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné... On l'a fait attendre. C'était symboliquement extraordinairement parlant et ça dit... je pense très rapidement, ce qu'est la situation des Américains, qui, évidemment, ont une puissance militaire que personne ne sous-estime. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Détruire, par exemple, détruire l'Iran s'il décidait de se fâcher un peu? Ça n'a rien donné en Irak, ça n'a rien donné en Afghanistan. Donc, il n'y a personne qui est dupe de ça. C'est-à-dire que ton influence, c'est une combinaison de facteurs. C'est une puissance militaire que tu veux qu'il soit crainte, mais au-delà de ça, c'est ta capacité politique, économique à avoir du levier. Et en ce moment, cette capacité, ce levier sur Israël, ils ne l'ont pas. Et du point de vue de M. Netanyahou, l'alternative est bonne. C'est-à-dire que c'est de voir M. Trump être élu, qui est beaucoup plus radicalement derrière Israël. Donc, il n'y a aucun cadeau à faire à Joe Biden. Ils ne s'aiment pas, ces deux-là. À l'époque où Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, ça allait très mal. M. Netanyahou avait été invité par M. Boehner au Congrès sans que la Maison-Blanche ne soit jamais prévenue. Il était venu parler au Congrès et a snobé la Maison-Blanche. Littéralement, cette fois-là, Obama ne l'avait pas rencontré. C'est pour dire à quel point les réseaux aussi d'Israël sont puissants à Washington. Débat des colistiers ce soir. Question que je pose, est-ce que ça a une énorme influence? Tu sais, dans le fond, si t'es un indécis aujourd'hui, est-ce que tu vas finir par voter Trump ou Harris, ou est-ce que vraiment tu peux te laisser séduire ou déséduire par un des candidats à vice-présidence? Je retiens le mot déséduire. Oui, je l'invente. Je pense que poser la question, c'est soupçonner un peu la réponse. Le débat des principaux candidats, Harris-Trump, a eu à peu près aucun impact. Je dis à peu près, on a mesuré dans les sondages peut-être un petit avantage pour Mme Harris de 1 point qui s'est vite estompé. Je pense que c'est la réalité terrain, pardonne l'expression convenue, qui fait toute la différence. L'économie, on pourra peut-être en parler dans quelques instants. L'immigration, mais le débat, donc, qui a été regardé, 67 millions d'Américains n'a à peu près pas changé. Il faut voir que les positions aussi sont assez stratifiées. Ceux qui votent Trump changeront pas beaucoup d'idées, ceux qui sont Harris changeront pas beaucoup d'idées. Puis plus encore, la déconvenue de M. Trump au dernier débat, on l'a vu, n'a pas eu d'impact parce qu'à peu près 12
60% des Américains ont une idée du personnage. C'est-à-dire que ça changera plus. Ce qui va se passer ce soir, par contre, ça risque d'être un bon show parce que les deux veulent en découdre, les deux sont articulés. D'une certaine manière, J.D. Vance, c'est la version intelligente du discours de M. Trump. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il fait du Trump de façon beaucoup plus cohérente que M. Trump lui-même. C'est un pugnace, c'est un brillant. C'est d'ailleurs ce que son adversaire Walz va répéter depuis quelques jours pour faire monter la barre en disant « Hey, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui est allé à Yale, qui est un avocat. Moi, je suis juste le petit provincial. Plouc, ça va être difficile pour moi. » C'est de bonne guerre, évidemment. On sait que Walz est un assez bon débatteur aussi. Je pense qu'on va avoir un bon show. Est-ce que ça va changer quelque chose à l'histoire de ces élections, à moins d'une catastrophe incroyable, d'une bévue? J'en doute. Ce qui risque de changer davantage le cours des événements. Vous parlez sans doute depuis ce matin de la grève au port de Montréal, quelques jours. Ouais. Ben, il y a des menaces de grève dans des ports dans l'est des États-Unis aussi, là. Hein? C'est plus des menaces. Depuis minuit, c'est commencé. C'est 14 ports aux États-Unis, 47 000 débardeurs. C'est côte Est et Golfe. Donc, la côte Ouest, c'est un contrat de travail différent. Mais on parle d'un impact potentiel de 4 à 4 milliards et demi par jour sur le commerce des États-Unis. La dernière fois qu'il y a eu une grève, c'était en 1977, à une époque où le commerce extérieur comptait pour 16% du PIB. Aujourd'hui, c'est 27%. Ça a un impact considérable. Alors, 24-48 heures, pas grand-chose, mais à moyen terme, est-ce que ça pourrait changer l'humeur des Américains? Très certainement, parce que ça se répercute dans tout. Ça va avoir sur les chaînes d'approvisionnement, ça va avoir un impact sur l'industrie automobile. Est-ce que ça pourrait forcer des usines à revoir leur quart de travail? Enfin, donc, on n'est pas là encore, ça a commencé, et là, les deux parties se seraient un peu rapprochées sous la menace du conflit, mais ça, c'est déterminant beaucoup plus que le débat des vice-présidents. Puis l'autre affaire, on n'en a pas parlé, c'est la réponse, je dirais, assez mal coordonnée ou assez mal organisée des autorités fédérales, de Mme Harris et de M. Biden, au passage de Helena, et particulièrement en Caroline du Nord, qui est un État essentiel pour Donald Trump. On voyait que c'était très serré au coude à coude. Est-ce que cette impression d'indifférence, je dis bien impression, c'est difficile de gérer ces affaires-là, pourrait être à terme un facteur qui, à la marge, fait la différence. On se souvient de Katrina et de son impact politique. Pour George Bush. Oui, pour George Bush. Stéphane, merci beaucoup. À demain. On se parle demain. Bye-bye.